Bonjour à tous, nous sommes ici à Niamey, la capitale du Niger. Le Niger, comme vous le savez, traverse une période difficile depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Une situation qui touche tout le monde, y compris les jeunes qui constituent une frange importante de la population nigérienne. Comment justement ces jeunes peuvent-ils ou doivent-ils contribuer à la résolution de la crise que traverse le Niger et au retour à l'ordre constitutionnel? Pour en discuter, je suis dans une fada ou un grain selon les pays. Je suis avec des jeunes, suivez-moi. Je veux me joindre à vous. Bonjour. Zainabou, c'est vous qui êtes ôté? Ben, c'est super. Je gère. Elle a décidé de nous gérer aujourd'hui. Ben, c'est super. Donc, ma première question sera pour vous alors, Zainabou Boubacar. Okay. Alors, vous êtes responsable de l'ONG Jeunesse Plus, c'est ça? Oui. Comment vivez-vous ce changement de régime? Alors, pour répondre à votre question, Nafissa, vous savez, un coup d'État n'a jamais été bénéfique pour un pays aussi meilleur qu'il soit. En tant que membre d'une association, en tant que représentante des jeunes, nous disons de la jeunesse du Niger, c'est très difficile à gérer. Très difficile à gérer du moment où le Niger fait face à des sanctions. Je dirais plutôt que ces sanctions, ce n'est pas contre le Niger, c'est contre la jeunesse nigérienne. Pourquoi je dis ça? Parce que le 26 juillet 2023, les militaires ont fait le coup d'État. Et après, la population nigérienne a validé ce coup d'État à l'échelle internationale. Et lorsqu'on parle de population nigérienne, la jeunesse représente 75% de cette population. Ce qui veut dire que c'est la jeunesse qui a confirmé le coup d'État à l'échelle internationale. Alors je dirais simplement que c'est très difficile pour nous, jeunes, jeunesse nigérienne, pendant cette situation dans laquelle nous sommes. Mais quand même, on se bat à travers les différentes manifestations, les différentes sorties, déclarations de soutien au CNSP, les marches que nous sommes en train de faire, les débats que nous sommes en train d'animer à l'échelle nationale et même internationale pour dire non aux sanctions de la CEDEAO, pour dire non à tout ce qui est contre, tous ceux qui sont contre le Niger. Donc pour vous, le coup d'État, c'est une indépendance. Ouais. Je pense qu'Ismaël ne partage pas votre avis. Ismaël, je vous donne le micro. Un coup d'État, une transition, des élections et prochainement on s'attend à un autre coup d'État. Tout le monde gagne, sauf la population à qui on promet un espoir et un lendemain meilleur. Mais Ismaël, c'est cette même population qui sort pour soutenir les Justement, c'est pourquoi moi j'ai dit que la population a validé le coup d'État. Non, parce que... écoutez, ce qu'il faut comprendre, il y a deux choses dans ce coup d'État qui a fait en sorte que la population est sortie. Le premier aspect, au début, ce n'est pas pour soutenir le CNSP, c'était contre l'intervention des militaires au Niger. Le deuxième paramètre, c'était contre, ou c'est contre la présence des bases militaires françaises. C'était ça. Et d'ailleurs, moi j'ai dit, le plus grand problème ou l'échec de la CEDEAO, c'est d'avoir fait en sorte que la population soit unie contre elle et non contre les militaires. Donc vous voulez dire que c'est la CEDEAO qui a donné la popularité au CNSP? Mais exactement. Ismaël, on va donner la parole à Aouel depuis quelques minutes là. Moi j'aimerais bien lui apporter quelques éclaircissements concernant ce que j'ai dit. De dire, loin de faire l'apologie d'un coup d'État, je pense bien que le coup d'État du 26 juillet dernier est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire dans la mesure où il a rassemblé, si on peut le dire, les Nigériens pour un objectif bien déterminé, qui est celui de notre souveraineté. Les raisons qui ont été avancées, moi je les trouve convaincantes. Aujourd'hui, tout le monde sait que quelque part notre territoire est menacé par une insécurité grandissante. Et ça fait partie des raisons qui ont fait surgir les militaires au pouvoir. Et tout le monde sait que les Nigériens étaient victimes d'un complot de la part de la classe politique, parce que cela a engendré un dysfonctionnement. Tout ce qui est censé être fait n'est pas au rendez-vous.
Donc du coup, cela a suscité l'applaudissement de ce coup d'État. Et quelque part, c'est parce que tout simplement, les Nigériens tiennent à leur souveraineté. On va maintenant laisser Ouzeiros qui veut aussi intervenir. Le coup d'État, il faut le comprendre. C'est quoi le coup d'État? Il y a des coups d'État constitutionnels. Ça veut dire que des gens sont en train de briguer du troisième mandat. Ouais. Quand vous prenez en France, il y a des présidents qui ont juste fait un mandat et ils ont quitté. Mais au nom de quoi quelqu'un peut s'éterniser au pouvoir pour dire que sans lui, l'État ne peut pas avancer. Merci. Donc Ismaël, pour revenir par rapport à ce que tu dis, donc toi tu penses qu'il faudrait qu'on laisse la population en pâtir, périr, que de faire un coup d'État. Moi j'applaudis le coup d'État. Je l'applaudis et je suis entièrement d'accord avec le coup d'État. Et sous toute forme, si le coup d'État va apporter un changement au vécu des populations. Mais le Niger a vécu combien de coups d'État? Est-ce qu'il y a eu un véritable changement? Mais ici, le problème qui se pose ici actuellement, le coup d'État que nous avons vécu, celui du 26 juillet, nous estimons, puisque ça a fédéré d'abord les Nigériens, ça a créé le patriotisme, un élan patriotique au sein de la population. Donc je pense que c'est la première au Niger. Et moi, dans mon esprit, je donne mon raisonnement personnel. Dans mon esprit, c'est le seul coup d'État où il n'y a pas une même mise occidentale. Donc moi, pour moi, dans mon esprit, dans mon raisonnement, je me dis que c'est le coup d'État autour duquel les Nigériens doivent encore beaucoup profiter et bénéficier pour pouvoir atteindre l'objectif que nous voulons atteindre, que nous recherchons pour le Niger et pour toute la population nigérienne. Parce que moi, la vision que j'ai pour le Niger, c'est d'avoir un État d'ici 2 ans, 3 ans, voire même 10 ans, ou même après ma mort, un État où celui qui est à Niamey peut se faire soigner, et gratuitement même, nous avons les ressources qui nous permettent de le faire, et celui qui est à Difa, au fin fond de Difa, à plus de 1000 km de Niamey, dans un village très reculé, qu'il puisse également lui-même avoir les mêmes accès aux soins de santé que celui qui est à Niamey. La même éducation. Ce que tu dis, c'est une vision. Tout le monde a cette vision-là du Niger. Okay. Mais concrètement, c'est-à-dire le débat doit être centré pas sur un coup d'État constitutionnel ou pas constitutionnel, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais c'est quoi le output? Chez nous les économistes, on parle de output. C'est vrai, ça a créé un élan de patriotisme. Ça fait plaisir de voir de plus en plus de drapeaux du Niger, ce qu'il est. C'est la première fois l'honneur de la patrie. C'est la première fois. Chanté partout. Oui, voilà, c'est la première fois qu'on apprend. Qu'on n'est pas forcé d'apprendre l'hymne national à l'école. Oui, ça je suis parfaitement d'accord. Mais moi je parle en termes de développement. Ok. Maintenant, c'est quoi la suite? On va à des élections et c'est les mêmes personnes pendant 30 ans qui vont revenir. Et ce que Einstein disait, la folie, c'est de penser qu'on peut faire la même chose. Et moi j'ajoute avec les mêmes acteurs pour avoir des résultats différents. Mais Ismaël, justement, tu as qu'à la première question. Non, c'est ça. La jeunesse a un rôle à jouer. Je suis parfaitement d'accord. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce qui est en train de se passer, le CNSP a 100 jours. Mais dites-moi, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les différentes institutions qu'on est en train de mettre en place, c'est des retraités qu'on est en train d'appeler pour diriger, pour avoir des places, des postes. Alors, où est cette jeunesse-là? Où est cette faveur-là? Moi, je dis, je suis parfaitement d'accord, il y a eu un élan de patriotisme, mais cet élan de patriotisme, il est commun, c'est historique. Dès qu'il y a une attaque contre vous, tout le monde se met d'accord. Mais maintenant, je pense, après 100 jours, il faut qu'on s'arrête, qu'on puisse discuter pour voir quelle est cette vision-là qu'on veut pour notre pays. Ouais. Et déjà, vous commencez à voir dans les salons les mêmes politiciens qui sont là depuis 30 ans, en train de s'installer, en train de créer des couloirs pour... Et c'est ça qui est mauvais. On va laisser Aol répondre à ça et on va passer sinon. Je pose un peu l'idée de mon frère Ismaël. C'est vrai, quelque part, si le constat que j'ai eu à faire, il y a une mauvaise implication des jeunes. Et qu'est-ce qui a amené cela? Ce problème se situe tout simplement à un problème de leadership. Parce que les jeunes
ont quelque chose dans la tête qui, si ce n'est pas moi qui est devant, donc ça ne peut pas marcher. Donc c'est ce qui est en train d'engendrer un peu des dislocations, des mouvements de la société civile. Vous allez voir, il y a toujours des dissidents par-ci, des dissidents par-là. Et je pense bien qu'avec ce comportement, la jeunesse n'aura pratiquement rien. Quand même, cela ne veut pas dire que le 26 février, le 26 juillet n'était pas aussi une date historique parce que il y a eu quand même des résultats. Oui. Nous, le résultat que nous avons beaucoup applaudi, c'est surtout la marche vers notre souveraineté. On a chassé la France parce que tout le monde sait que... Mais il y a les États-Unis. Oui, ça bientôt aussi. On va déclencher. Okay. On va passer à une autre question. Okay. Zainab l'a souligné au début, elle vient de parler de ça également. On a remarqué une forte mobilisation de la jeunesse, notamment pour le départ des forces françaises. Oui. Ah ouais, ma question s'adresse à vous. Oui. Est-ce que cette sortie, s'agissait-il d'une sortie spontanée ou c'est une sortie, disons, manipulée? Cette sortie des jeunes? La sortie des jeunes, c'est une sortie spontanée. Parce que les gens savent que rien ne dépasse la survie des Nigériens, rien ne dépasse notre patrie. Donc c'est pour toutes ces raisons que les jeunes se sont mobilisés pour servir de bouclier. Parce que quelque part, on dit que le Niger sera attaqué. On va venir nous attaquer. Juste parce que tout simplement il y a eu coup d'État. Pendant que dans certains pays il y a eu coup d'État, donc ces pays n'ont pas subi les mêmes sanctions que nous, on nous a infligées. Et c'est de là que les gens ont compris qu'on doit être des guerriers, on doit se comporter comme des guerriers, à l'image de nos ancêtres qui ont eu également à combattre ou à résister pendant la pénétration coloniale. Donc c'est de cette même manière que la jeune génération a pris aussi cet engagement-là de défendre notre patrie. Donc il n'y a pas eu de la manipulation, mais les gens pensent que les jeunes là sont manipulés. Vous avez vu comment la place de la Résistance était inondée de monde. Qui peut manipuler, qui peut avoir les capacités de pouvoir mobiliser ces jeunes-là? Jamais de l'histoire, je n'ai vu quand même des grandes mobilisations comme ce que nous avons constaté à partir du 26 juillet. Vous savez, ceux qui disent que la population nigérienne en général a été manipulée pour sortir, pour faire les marches, les déclarations, etc. En fait, c'est des fossoyeurs, c'est des gens qui tirent sur les ficelles, je me dis simplement, parce que c'est des gens qui veulent s'aimer la confusion à l'échelle internationale. Et puis, malheureusement, c'est des Nigériens qui se permettent de dire à l'échelle internationale que non, la population a été manipulée, on a donné de l'argent, on est en train de mobiliser les gens pour sortir, alors que c'est archi faux. C'est pas possible. Vous avez vu la mobilisation, vous avez vu sur le rond-point Escadrille qui est devenu la place de la Résistance? Non, mais c'est pas possible. Je vais demander l'avis de Ismaël qui d'habitude n'est pas du même avis que vous. Non, Ismaël sera d'accord. Ismaël sera d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Ce sont des manifestations vraiment spontanées. Okay. Et il faut comprendre deux choses. Il y avait déjà, on ne va pas dire un ressentiment, mais un ressentiment anti-politique française. C'est intéressant de faire la part des choses de la politique française, pas à l'égard des Français. Non, pas à l'égard des Français. Il y a des Français qui sont actuellement là. Oui, c'est très important. Il y a déjà ces ressentiments-là. Et deuxième chose, il y avait la position de la France la veille et le lendemain du coup d'État. La position de la France. De la position de la France. Oui, tout à fait. C'est ça qui a créé vraiment un fort ressenti. Et on n'oublie pas aussi l'histoire du Burkina et du Mali qui sont révoltés. Donc les Nigériens, bon voilà, on regarde aujourd'hui l'actualité au niveau international, on sait ce qui se passe, on sait c'est quoi la position de la France, c'est quoi la politique française en Afrique. Donc il y a ces ressentiments-là. Donc les gens ont voulu démontrer ça et leur demander de quitter. Okay. Donc ça c'est totalement spontané. Mais maintenant moi, là où je voudrais ajouter une chose, je dis que peut-être, hein, c'est quelque chose de symbolique. Même si c'est bien de le faire, mais contrairement, il y a aussi d'autres bases militaires qui sont au Niger. Ouais. S'il faut lutter contre l'impérialisme, il faut lutter contre toutes les formes de l'impérialisme. Pendant qu'on parle
On veut notre indépendance, on veut notre souveraineté. On attend, on tend quelque part en bas aussi la main pour que les autres nous aident. Ouais. Où est la souveraineté? J'aimerais quand même qu'on revienne sur le départ des forces françaises. Le départ a commencé, le retrait, la France a commencé le retrait de ses soldats. Mais Ouzairou, je lis que vous avez reçu plusieurs témoignages de satisfaction pour votre engagement en faveur de la paix et de la sécurité, notamment dans la région de Tillabéri, une région, je le rappelle, qui est en proie à des attaques terroristes. Ce départ des soldats français, est-ce qu'il vous inquiète? En réalité, moi, ce départ ne m'inquiète aucunement pas, parce que je me dis que si les Français sont là pour nous accompagner, pour nous aider, ils ont tout un arsenal qui leur permet de détecter l'ennemi à plus d'un certain nombre de kilomètres. Ils ont tout un arsenal. Et pendant qu'ils sont là pour nous aider, on a eu combien d'attaques? Combien de gens, de militaires sont morts sur le terrain? Donc si aujourd'hui les militaires français s'en vont, nous on pense qu'on va faire la politique de nos moyens et on va faire la collaboration avec qui nous pensons peuvent être sérieux avec nous pour défendre notre territoire. Et nous, la jeunesse nigérienne, il ne faut pas parler Russie. Moi, je suis contre une collaboration d'une autre puissance. Il va falloir que les Nigériens laissez-le terminer, sinon je vais prendre un sifflet. Mais on peut collaborer avec la Chine, les États-Unis, n'importe quel pays au monde qui est sérieux. Je dis n'importe quel pays qui est sérieux. Qui est capable de nous accompagner, pays sérieux, qui est là, pas pour ses propres intérêts, mais dans une politique gagnant-gagnant. Le Niger est très riche parce qu'il n'y a pas une puissance qui va s'installer, qui ne va pas vouloir. Également, il n'y a pas un pays qui peut marcher en autarcie. On est d'accord avec ça. Au moins. La sécurité, là, on ne peut pas confier ça à quelqu'un. À une puissance, sécurité. C'est à nous-mêmes de prendre des mesures et de se donner les moyens pour sécuriser nos États. Parce que c'est vrai, on ne peut pas exclure la coopération, parce que comme l'a dit tout à l'heure mon frère, aucun État ne peut vivre en autarcie. C'est-à-dire les États se complètent. Mais quand même, il faut que les relations soient basées avec des clauses bien définies et également avec des intérêts qui ne sont pas des intérêts avec une balance où l'un profite au détriment plus que l'autre. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a tellement ces sentiments anti-français. Nous produisons l'uranium depuis une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années. Mais pour avoir, ou bien pour être dans une situation de désolation, il suffit juste d'emprunter la RN1, donc la route de l'uranium. C'est une route qui est complètement dégradée. Et quel est l'investissement de la France dans les secteurs sociaux de base ici au Niger? Ils n'investissent pratiquement rien en dehors de quelques dons qui leur arrive de nous fournir et que nos chefs d'État sont contents. Ouzairou disait tout à l'heure qu'il n'est pas inquiet. Mais on a vu, ou bien d'aucuns disent que depuis le coup d'État, il y a quand même eu une recrudescence des attaques terroristes. C'est ça justement, c'est pourquoi j'ai dit que nous actuellement, quand vous allez faire la comparaison par rapport aux attaques, le manque que nous avons eu en termes de militaires, les attaques qui ont été faites par rapport avant le coup d'État, c'est-à-dire c'est une asphyxie, ou comment je peux appeler ça, sur les réseaux sociaux. On est en train de faire croire qu'effectivement il y a une recrudescence des attaques. Mais moi je pense que l'armée, j'ai vu à travers des preuves, à travers la télé, chaque fois l'armée est en train de mettre la main sur des terroristes. Quand vous allez sur la télé nationale, notamment, vous allez le remarquer. Donc, avec l'alliance, même l'ALG. Avec l'alliance des États de l'AES, ils sont en train de conjuguer des efforts pour finir avec ce terrorisme. Donc, moi, je pense que après le coup d'État, il y a une limitation des interventions. Paraît-il qu'il y a même eu des comment on appelle. Paraît-il. Non, je ne veux pas dire paraît-il. Oui, mais c'est des questions sécuritaires, il faut prendre ça avec des pincettes. Effectivement, je les prends avec des pincettes. C'est pourquoi
sur des choses que je n'ai pas une preuve palpable, je ne peux pas m'affirmer. Mais au temps du régime précédent, les attaques ont bien diminué. En tout cas, il n'y avait pas, on n'entendait pas chaque semaine. Vous qui êtes à l'extérieur, là, c'est ça qu'on vous fait croire. Ah oui, mais nous qui sommes à l'interne, on l'a senti. Par exemple, tout récemment, vous avez parlé des prix que j'ai reçus dans la région de Tillabéri. Avant le coup d'État, c'était pratiquement difficile pour moi de me rendre à Torodi. Je le faisais, mais c'est le cas aussi maintenant. Maintenant c'est plus souple. Maintenant c'est souple. Je me lève juste avant la clôture, l'arrêt comment on appelle ça, de la barrière. Je peux me rendre à Torodi, je reviens comme je veux. On va évoquer notre aspect. Mais c'est moi qui commence. Okay, là, je prends le micro, je garde le micro. Voilà, les militaires ont annoncé un dialogue national. Comment, à votre avis, les jeunes doivent participer à ce dialogue-là? Moi, déjà, le format me dérange. Le dialogue? Oui, non, pas le dialogue est toujours bon. C'est-à-dire le format d'un truc consultatif où les gens vont venir se représenter. Les gens sont en train, actuellement, les gens sont en train de batailler qui va aller au opération et qui va... Non, ça me dérange. Par contre, on a voulu expérimenter à un moment donné une initiative, on s'en fout, mais c'est une initiative française qui s'appelle les conventions citoyennes. Qui a très bien marché là-bas. Ils ont élu par hasard, bon, c'est pas par hasard totalement, 150 personnes pour venir discuter et faire sortir les grandes lignes sur une thématique bien précise. Mais moi, je ne dis pas que c'est le formule qu'il faut prendre ou ces formats-là. Mais il faut vraiment réfléchir et sortir du toujours les mêmes. Là, tu vas les voir en train de... Non, je pense à... D'autant plus qu'ils sont en train de le faire dans les différentes... au niveau communal. Des mémorandums, proposition des mémorandums. Mais il faut que ça soit concrétisé. Ouais. Parce que les gens, c'est eux qui ont travaillé sur ces mémorandums-là. Mais... Voilà, Ismaël, c'est juste pour t'appuyer en fait, parce que on a fait appel à la société civile, c'est-à-dire aux associations ONG de Niamey, de la région de Niamey, pour les propositions de mémorandum. Alors à notre grande surprise, on s'est rendu là-bas. Moi, je peux compter les jeunes qui sont venus à cette rencontre. C'est pour dire que c'est les jeunes qui travaillent sur les mémorandums, mais ces jeunes n'occupent pas les places qu'il faut en fait. C'est des personnes, si tu veux, c'est des anciens conseillers à la présidence qui créent des associations, etc. etc. Alors ici, le CNSP doit faire très très attention parce que le conseil consultatif, le dialogue dont il avait mentionné, le président avait mentionné lors de son discours, il doit faire en sorte que 99% de ces membres-là soient les jeunes. C'est exagéré un peu, non? Hein, vous dites? C'est exagéré. Non, j'ai pas exagéré. Ismaël, j'ai pas exagéré. Pourquoi? Parce que je me dis simplement si et seulement si ils sont venus pour travailler pour le Niger, ils doivent travailler avec la jeunesse. Pas avec les anciens qui ont 75 ans, qui sont à la retraite, s'il vous plaît, on va pas se mentir. Il est temps pour ces gens-là de quitter et de donner la place à la jeunesse. Et la jeunesse va leur montrer de quoi elle est capable. Je me dis simplement que le conseil consultatif, le dialogue là, doit être composé 99% des jeunes. 99, Ismaël, et des femmes. Et des femmes. Merci. Le genre est respecté. Moi, je sais que de ma part, le format ne me gêne pas. L'essentiel est que le cadre puisse être créé et que toutes les parties prenantes prennent part à ce dialogue-là. Et majoritairement, c'est comme vous venez de le dire, c'est les jeunes. Les jeunes constituent une frange importante de la population. Donc pour cela, on doit faire en sorte que les jeunes soient représentés au niveau de toutes les instances pour que ces jeunes puissent avouer, leur cri de cœur. Parce que je pense bien qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans son consentement. Donc pour cela, je pense qu'on doit choisir, on doit désigner les jeunes qu'il faut pour qu'ils puissent aller faire le plaidoyer pour que nous puissions avoir des textes qui vont tenir compte de nos réalités. Une question, quel doit être l'outil essentiel de ce dialogue pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour ne pas avoir un coup d'État dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être même. Ça, il faut un travail sérieux. On va donner, Ismaël, on donne le micro à Ouzerou et... Moi, je pense que l'outil essentiel... Tu as parlé, tu étais la première à parler. L'outil essentiel pour la réussite de cette transition, c'est-à-dire c'est l'inclusion.
Aujourd'hui, il y a pas mal de textes qui ont été pris. Nous sommes champions. Qui ont été pris sur la jeunesse. Mais moi, à chaque fois, je me dis, qui sont ces gens-là qui sont venus depuis que j'étais jeune jusqu'à aujourd'hui là? Je me dis que qui sont ces gens-là qui s'arrêtent, qui prennent des lois au nom des jeunes? Donc, il faut l'inclusion. Il faut que ces jeunes-là qui vivent les réalités que nous vivons sur le terrain de notre pays, que nous soyons des acteurs qui allons, comme on est en train de le faire autour des FADA, qui allons donner nos avis pour qu'on puisse prendre des dispositions par rapport à la survie de la jeunesse sur les questions d'employabilité, etc. et autres choses. Nafisa, Ok, pour éviter les erreurs, ils doivent écouter la jeunesse. Ils doivent travailler avec la jeunesse. Ils doivent être transparents. Dans toutes les instances de prise de décision, faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui vont parler au nom des jeunes, mais aussi au nom de la population nigérienne. Il faut également qu'ils communiquent. Parce que la communication, je me dis qu'elle est très importante. Plus de 100 jours, ils sont en train de communiquer, ok. Après la communication, c'est des actions concrètes. Ismaël a eu à le dire. Mais après, ok, on a chassé les bases, on a ok, mais la suite, on va revenir avec les problèmes internes. Donc, vous comprenez que vraiment, il faudra revoir les choses de la base au sommet. D'accord. Ok. Ismaël, ensuite. Ensuite, Non, vous avez déjà parlé. Moi, je pense que la question que vous voulez poser là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas répéter? Oui, mais c'est la question à $1 milliard. Mais honnêtement, par là, c'est une question qui dépasse l'implication ou l'inclusion de la jeunesse. Parce qu'on est dans un cycle répétitif où quelqu'un défaite peut venir prendre le pouvoir. Ouais. La question, c'est d'apprendre aux gens, c'est quoi la démocratie? La démocratie n'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. La démocratie, c'est le fait de pouvoir choisir sa propre destinée, son propre président. C'est ça la démocratie. Maintenant, le modèle que vous mettez dedans, ça c'est votre problème, c'est à vous de le définir. Mais il faut apprendre aux gens, c'est quoi la démocratie? Mais les gens, toi tu penses que les gens ont appris la démocratie aux gens? Non, non. Si on avait appris la démocratie, on ne serait pas là. Mais c'est ça, actuellement. le problème, Ismaël. Mais maintenant, comment repenser un modèle qui puisse nous permettre de mettre des garde-fous un peu partout? Des garde-fous un peu partout. Déjà, le premier aspect. aspect, l'armée doit se mettre en camp. Ok. Une fois pour toutes. L'armée doit se mettre en camp. La deuxième des choses, tous les acteurs là que vous voyez actuellement en train de faire la pluie et le beau temps, ce sont des acteurs qui sont nés avant 90. Donc ils sont nés dans la dictature. Ils ne connaissent pas c'est quoi la démocratie. C'est quoi le fait de choisir quelqu'un et de respecter ce choix-là. Je ne dis pas que tout est rose, ces régimes-là n'ont pas commis des torts, ils n'ont pas connu la malgouvernance, mais il faudra qu'on soit assez responsable pour que nous, les acteurs, qu'on puisse s'engager davantage. Quand il y a une élection, c'est l'élection qui doit réguler. Il faut que les responsabilités soient situées. Que ce soit les dirigeants et les dirigés, il faut que chacun puisse s'acquitter de ses obligations. Qu'est-ce qui entraîne les coups d'État? C'est la malgouvernance. C'est un groupe d'individus, une fois au pouvoir, ils essaient de s'accaparer de tout au détriment de la grande majorité. Mais s'il y a injustice, s'il y a gabégie, s'il y a corruption, mais il n'y aura jamais un frein au coup d'État. Donc on va toujours être, n'est-ce pas, à la case départ. Donc ce qui est important, c'est surtout verrouiller les textes. On ne peut pas permettre à toute personne, même les personnes à moralité douteuse, de venir diriger un pays. Voilà. Il faut faire une enquête de moralité. Oui. Mais il y a l'enquête de moralité au Niger. Mais cette enquête de moralité, si on tient compte des faire gens qui ont passé toute leur vie à détourner, en quelque sorte, si tu es taché, tu ne peux pas prétendre être responsable pour diriger ou piloter une institution. Nous sommes déjà à la fin de cette discussion à la FADA autour du thé avec des jeunes Nigériens qui ont décidé de prendre leur destin en main. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous. Merci. Merci Zainabou pour le thé, même s'il n'était pas sucré. Non, avec la situation. On va vivre l'Afrique libre. Au revoir et à très bientôt.